Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouveau point lecture dans lequel je vais vous présenter mes 6 dernières lectures qui ont toutes été de très bonnes lectures. Je tiens à vous remercier pour tout votre soutien et tous vos commentaires sous mes vidéos, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive énormément. N'hésitez pas à me dire dans cette vidéo ce que vous pensez des livres dont je vais vous parler, si vous les avez déjà lus, si vous les avez appréciés, s'ils vous tentent ou pas du tout. Et puis si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre des emojis étoiles. Pourquoi pas? Eh bien on est parti tout de suite. Je commence avec le premier roman. Il s'agit du premier tome d'une duologie. C'est donc La Ville sans vent, écrit par Éléonore de Villepoix et publié chez Hachette. On va suivre dans cette histoire l'Astyanax et Arca. Ça se passe à Hyperborée, une ville qui est composée de différents niveaux et plus on va s'élever dans les niveaux, plus on fait partie des gens riches, influents, etc. L'Astyanax, il est apprenti mage et à 19 ans, il devient mage. Le jour de son examen, il retrouve son mentor, son maître, mort. Il est sûr que ce mentor n'est pas mort de mort accidentelle, mais qu'il a été assassiné et donc il décide de partir à la recherche du tueur. Dans un même temps, son mentor qui lui faisait partie vraiment de l'élite d'Hyperborée, des ministres, laisse une place vacante et c'est l'Astyanax qui va prendre sa place. On suit aussi donc, comme je vous l'ai dit, Arca qui elle débarque dans la ville et a une fâcheuse tendance à s'attirer des ennuis. Et par un certain concours de circonstances, tous les deux vont se rencontrer et l'Astyanax va prendre Arca sous son aile et en faire son apprenti. Elle n'a qu'un but, ça n'est pas de devenir mage, mais c'est de retrouver son père qu'elle ne connaît pas. Et lui, de trouver le meurtrier de son mentor. Donc ils vont s'allier et il va leur arriver plein de choses très palpitante. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je lui ai mis 5 sur 5, c'est quasiment un coup de cœur. J'attends de lire du coup le tome 2. Ça a été une lecture hyper addictive, avec une plume formidable, vraiment Éléonore de Villepoix. Elle a une façon d'écrire, un humour, une manière aussi de mettre en tension les choses que j'adore. L'histoire est vraiment très originale, donc ça m'a énormément plu. Il y avait beaucoup d'humour, c'était aussi d'un certain côté très touchant. Ça nous fait passer par toute une palette d'émotions, je trouve, et c'est très bien écrit. Je me suis énormément attachée aux deux personnages, l'Astyanax et Arca, qui ont des caractères totalement différents mais qui du coup se complètent plutôt bien. Et il y avait des situations assez drôles qui mettaient les personnages vraiment dans des situations pas faciles, mais ils arrivent toujours à s'en sortir d'une certaine manière. C'était une histoire vraiment rafraîchissante, je trouvais, même s'il y avait des sujets assez sombres évidemment, mais l'écriture d'Éléonore de Villepoix fait que ça passe vraiment bien. Les deux personnages principaux ont vécu des péripéties à n'en plus finir et d'ailleurs on se dit mais comment vont-ils faire pour s'en sortir, et à chaque fois ils trouvent une solution. Donc ça c'est assez drôle et vraiment très palpitant, très haletant. L'enquête aussi qu'ils mènent donc tous les deux pour essayer de retrouver le meurtrier du maître de l'Astyanax est vraiment bien faite, avec des choses qui leur arrivent qu'on ne pourrait pas imaginer, et donc vraiment je vous le recommande, c'était une excellente lecture. J'ai adoré du début à la fin, et d'ailleurs la fin me donne terriblement envie de lire la suite très prochainement. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'un petit dialogue entre l'Astyanax et un malfrat qui va l'attaquer, et le malfrat lui dit: tu vas payer pour tout ça, tu entends le mage? Et la mioche aussi. Et l'Astyanax qui répond: personne ne martyrise ma disciple à part moi. Et voilà, c'est une petite dose de l'humour que l'on peut retrouver dans ce roman. Ensuite, je vais vous parler d'un petit roman que j'ai lu début août et qui a été très chaudement recommandé par Alex Bouquin en Prada. Ça fait donc plusieurs vidéos que je vous en parle. Et il s'agit de Un psaume pour les recyclés sauvages, écrit par Becky Chambers et publié chez La Talente. Vous voyez, il est vraiment tout petit, il fait 133 pages si mes souvenirs sont bons. Et on va suivre dans ce premier tome, puisqu'il s'agit d'une duologie, Freurdex, qui est un moine qui décide du jour au lendemain de partir de son monastère et de devenir moine de thé afin de parcourir les campagnes et de rencontrer les gens, d'écouter un petit peu leur malheur, etc. tout en leur servant une tasse de thé. Ce Freurdex, un jour, va rencontrer un robot qui s'appelle Omphale, sauf que il sait pas trop comment réagir, puisque les robots, ça fait belle lurette qu'ils se sont séparés des humains, qu'ils ont décidé, après avoir acquis une certaine conscience, de se mettre à l'écart et de former leur propre société à part. Donc les robots ne sont plus visibles par les humains, il n'y a plus de rencontre connue d'humains et de robots. Et donc il rencontre ce fameux robot Omphale, avec lequel il va discuter, qui va l'accompagner un certain temps dans ses voyages
et j'ai trouvé ça vraiment très touchant, très philosophique. Je lui ai mis 4 sur 5 parce que très rapide, mais j'ai trouvé quelques longueurs, mais c'est normal puisque c'est quand même un roman assez contemplatif, assez philosophique. Donc il n'y a pas d'action à non plus finir, des péripéties extraordinaires, c'est juste un petit moment de discussion. J'ai quand même beaucoup aimé, je vais lire le second tome, donc je crois que c'est une duologie, oui, assez vite je pense, je l'ai d'ailleurs, on l'aperçoit juste là. C'est un roman qui est tout à fait approprié à la dégustation d'un bon thé chaud. C'est la douceur de vivre. J'ai eu un petit peu de mal avec Frère Dex. J'ai trouvé que c'était un personnage assez particulier. Il sait pas trop en fait où il veut aller, ce qu'il veut faire. Et parfois ses pensées m'ont un petit peu gênée en quelque sorte. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à lui. Par contre le robot Omphale, je l'ai vraiment trouvé merveilleux. Plein de douceur, plein de naïveté, malgré toutes les connaissances qu'il a, avec énormément de bon sens et aussi d'humanité. Et du coup en fait le mélange des deux personnages, la rencontre des deux personnages m'a énormément plu parce que Frère Dex, qui peut être assez acerbe parfois, se confronte au robot Omphale qui lui est vraiment tout en douceur. Voilà, et donc ça fait un sacré mélange je trouve et j'ai beaucoup apprécié ça. C'est une lecture qui appelle fortement à la réflexion et à l'introspection. Il faut être prêt à ça et en même temps ça fait quand même vachement de bien. Comme je vous le disais, je lirai très prochainement la suite qui est tout aussi courte que celui-ci et je vous en reparle très prochainement. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'une phrase qui dit « Les humains n'avaient que trop tendance à répéter l'histoire, du moins après la mort des derniers témoins directs. » Malheureusement je trouve que c'est assez vrai. Ensuite, je vais vous parler d'une duologie que j'ai lue et terminée ce mois-ci. Donc, j'ai enchaîné les 2 tomes l'un après l'autre et il s'agit de The Perfect Match et de The Perfect Love, écrit par Lila Mars et publié chez HarperCollins dans leur collection E.H. On va suivre Elliot et Ashton qui sont fous amoureux l'un de l'autre et qui sont sûrs que lorsqu'ils passeront le fameux test de compatibilité imposé par le monde entier, ils seront compatibles et pourront enfin se marier. On est donc dans un monde dystopique où il a été imposé aux gens de passer des tests de compatibilité à partir d'un certain âge et de se marier avec la personne la plus compatible dans un but de pérennité du couple, de stabilité, etc., etc. Donc ces deux personnes sont amoureuses l'une de l'autre, sont jeunes encore et sont sûres qu'elles vont être compatibles. Sauf que évidemment le jour où ils reçoivent les résultats, eh bien ils ne sont pas compatibles. Et le pire, c'est que Elliot, elle, est compatible à 98,8% avec Isaac, qui n'est autre que le frère aîné d'Ashton. Donc, situation un peu bancale, on va dire. Ils sont donc obligés d'emménager ensemble pour ensuite se marier, etc., etc. Le but de cette histoire, c'est de nous emmener à réfléchir à plusieurs choses, et donc notamment Elliot et Isaac, qui ne se connaissent pas tellement, qui ne se supportent pas surtout. Isaac est un personnage très froid, distant, etc. Vont-ils décider de suivre ce qu'on leur dit, de suivre la loi, ou vont-ils au contraire décider de l'enfreindre et de tout faire pour enfin pouvoir être libres d'aimer qui ils veulent, de la façon dont ils le veulent, etc., etc. J'ai énormément apprécié cette duologie. Je les ai enchaînées en fait. J'ai mis 5 sur 5 à toutes les deux. Je ne pense pas que ce soit un coup de cœur, mais ça m'a quand même frappé en fait. Ça m'a quand même énormément touché cette histoire. On a dans ce roman une histoire d'amour qui est très très slow burn, qui va vraiment très lentement. Et c'est pas plus mal parce que sinon ça aurait été un petit peu illogique je trouve par rapport à l'histoire. Mais c'était très bien fait je trouve. Et les deux personnages principaux, Isaac et Elliot, sont très attachants. Même si je me suis beaucoup plus attachée à Isaac qu'à Elliot, j'ai trouvé qu'Isaac était un personnage extrêmement énigmatique, mais qu'il avait quand même de très belles valeurs et qu'il était surtout prêt à se battre pour défendre ses valeurs et pour défendre les personnes qu'il aime. Ça ne fait qu'ajouter de la sympathie pour le personnage. Dans le tome 1, ils sont forcés de cohabiter ensemble et il y a quand même certaines situations qui sont assez cocasses, assez drôles, qui apportent une petite légèreté à cette histoire et j'ai bien aimé ça. Les personnages secondaires sont tout aussi intéressants que les principaux je trouve et ont une histoire propre qui apporte une richesse et je pense que sans ces personnages secondaires ça aurait été beaucoup moins intéressant. Le second tome était tout aussi addictif que le premier et je pense même que je l'ai trouvé plus intéressant d'ailleurs. Il y avait énormément d'action, énormément de péripéties et je trouve que l'évolution des personnages dans ce tome est vraiment très très bien faite. Ils évoluent tous à leur manière et j'ai beaucoup apprécié ça. Et dans le tome 2, c'est toujours Isaac qui est resté mon personnage préféré, que je trouve le plus attachant de par son histoire et de par ses émotions, etc. Et vraiment c'est lui qui m'a le plus touchée. J'ai donc, comme vous l'avez compris, beaucoup aimé cette duologie. Je ne vais pas entrer plus dans les détails parce que j'ai peur de vous donner des informations que
que je ne devrais pas vous donner, donc je m'arrête là. Par contre, je vais vous donner les citations pour ces deux romans. Donc pour le premier tome, la citation est la suivante: un battement de cœur ne vaut pas un pourcentage. Et pour le second tome, il s'agit de la phrase suivante: les mots sans les actes ne sont que des lettres agglutinées entre elles. Je vais vous parler ensuite d'un livre que nous avons lu en lecture commune au début du mois d'août. Il s'agit du premier tome de la duologie de Fable, écrit par Adrian Young et publié chez Rajo. Dans cette histoire, on va suivre Fable, qui a été il y a 4 ans abandonnée sur une île peuplée d'êtres très peu recommandables, je vais dire, par son père, à la suite de la mort de sa mère. Elle veut tout faire pour réussir un petit peu à se venger. Donc elle va plonger dans les mers pour récupérer des gemmes qu'elle va revendre ensuite, et son but c'est donc d'accumuler assez d'argent pour pouvoir se payer un voyage afin de retrouver son père, qui est un très grand commerçant maritime, et de récupérer son héritage. Elle va finir par réussir à embarquer sur le bateau d'un certain West, sauf que West et son équipage ne sont pas ceux qu'elle croit. Alors je lui ai mis 5 sur 5 encore une fois, ça n'a pas été un coup de cœur mais pas loin. C'est une lecture hyper addictive qui se lit très rapidement. D'ailleurs, je suis en train de lire le tome 2 et j'ai beaucoup apprécié, surtout parce que dès le premier chapitre, on entre dans l'action immédiatement. C'est-à-dire que on n'est pas là à avoir des pensées, des descriptions à n'en plus finir, à ne rien comprendre. Non, on rentre dans l'action direct. Donc là, on peut pas faire autrement que d'être plongé littéralement avec elle dans l'histoire. J'ai trouvé l'histoire vraiment très intéressante et très addictive, comme je vous l'ai dit. On l'a lu en 8 jours puisque c'était une lecture commune, mais je pense que si ça n'avait pas été une lecture commune, j'aurais pu le lire en une journée, en 2 journées grand maximum, mais vraiment c'est hyper prenant. Et à chaque fin de chapitre, évidemment, il se passe quelque chose qui nous donne envie de lire la suite. C'est très bien fait de ce point de vue là. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que dès le début de l'histoire, on se pose beaucoup de questions sur un petit peu tout ce qui nous entoure, tout ce qu'elle vit, et on émet plein d'hypothèses qui vont s'avérer vraies pour certaines, fausses pour d'autres, heureusement, et ça j'ai beaucoup apprécié. Et le fait de l'avoir fait en lecture commune, ça nous a permis vraiment de discuter et de se donner nos hypothèses, d'être d'accord parfois et pas d'accord d'autres fois. C'était vraiment sympa. J'ai beaucoup apprécié ça aussi, le fait de le faire en lecture commune. Comme je vous l'ai dit, certaines révélations étaient prévisibles, mais ça n'a en rien gâché la lecture de ce roman, bien au contraire, parce que certaines étaient prévisibles, mais d'autres étaient beaucoup plus surprenantes. On a une romance qui est vraiment très douce, très slow burn entre Fable et un certain personnage assez ténébreux, dont je ne vous donnerai pas le nom, et je trouve que c'est bien fait. J'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de West, qui a son histoire et sa sensibilité. Il était très bien dépeint, très bien décrit, et je me suis particulièrement attachée à ce personnage. Et la fin, oh là là. La fin, on sentait qu'il allait se passer un truc. Mais du coup, que ça se termine comme ça, forcément, ça nous donne envie de lire la suite très rapidement. Donc c'est le cas, je suis en train de la lire et je suis très contente d'avoir découvert cette duologie que j'apprécie beaucoup. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'une phrase qui dit: tel un oiseau épuisé survolant une mer désolée, j'avais enfin trouvé un endroit où me poser. Et oui, c'est à la première personne puisque c'est du point de vue de Fable. Et le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit du premier tome de la duologie. Décidément beaucoup de duologie dans cette vidéo. Donc le premier tome de la duologie de The Book of Ivy, écrit par Amy Engel, est publié ici chez PKJ. Il s'agit d'une dystopie. Dans ce monde, dans cette communauté qui a été créée bien après le nôtre, dans cette communauté il y avait 2 groupes qui se sont affrontés. Les gagnants ont donc décidé que toutes les filles des perdants seraient mariées aux garçons des gagnants et inversement. Donc en fait les jeunes gens n'ont pas le choix dans leur mariage et ne peuvent pas décider. C'est un peu le même principe que pour The Perfect Match, sauf que c'est pas un test de compatibilité qui est fait, mais bon, c'est un peu à peu près le même genre. Et donc nous, on va suivre Ivy, qui est donc la fille du chef du clan perdant, qui est donc obligée de se marier avec le fils du chef des gagnants. C'est un peu complexe. Et elle, donc depuis toute petite, elle le sait, et elle a été élevée, formée afin de devenir une meurtrière, puisque son but ultime à elle, une fois mariée au fils du chef des gagnants, elle devra le tuer pour renverser le pouvoir, rétablir une justice, etc., une démocratie, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc au début du roman, elle est formatée dans cette optique-là.
Et évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Je lui ai mis 5 sur 5 également. Encore une excellente lecture qui m'a vraiment transportée dans un univers absolument original, perturbant aussi d'un certain côté. Je trouvais donc que c'était une dystopie très intéressante. J'ai beaucoup aimé la dynamique entre Ivy et Bishop. Voilà, le garçon qu'elle doit épouser, donc le fils du chef des gagnants, s'appelle Bishop. Et j'ai beaucoup aimé la dynamique entre ces deux personnages qui était très bien dosée, je trouve, et qui évolue petit à petit, en fait, tout au long du roman, tout doucement. J'ai trouvé Bishop très intéressant. C'est un personnage extrêmement gentil, extrêmement attentionné, extrêmement respectueux. En tout cas, tout le contraire de ce qu'Ivy pensait savoir de ce garçon, tout le contraire de ce qu'elle pensait vivre au quotidien avec lui. Donc voilà, ça la perturbe énormément. Et j'aime beaucoup du coup l'évolution d'Ivy au contact du Bishop qui au début est brut de décoffrage, ne pense qu'à sa mission et puis à son contact se rend compte que peut-être les choses ne sont pas toujours toutes noires ou toutes blanches, qu'il y a des nuances dans la vie et que ce qu'elle a appris depuis toute petite n'est pas forcément la vérité, du moins toute la vérité. Ça j'ai beaucoup apprécié. Ce que j'ai moins apprécié c'est le père et la sœur d'Ivy qui la formatent au possible et veulent à tout prix qu'elle fasse ce que eux lui disent, quitte à la laisser de côté, à la laisser tomber parfois et à ne penser qu'à eux. Bref, je ne vais pas en dire plus. Mais voilà, ces deux personnages, déjà dès le début, m'ont mise mal à l'aise, mais je ne les apprécie pas du tout. Et la fin, je m'attendais pas du tout à ça. Et elle est dans une situation totalement inextricable et on se demande comment elle va faire. Et donc ça me donne là aussi énormément envie de lire la suite, que j'ai d'ailleurs, qui est dans ma bibliothèque, qu'on aperçoit juste là, et que je lirai très vite après avoir fini toute mes duologies en cours. Je vous le conseille si vous ne connaissez pas. C'est une histoire qui est assez ancienne, je crois. Elle date de 2015 pour la première traduction, mais vraiment je la trouve super intéressante et très bien faite, très haletante et très palpitante. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'une phrase que dit Ivy, puisque là aussi c'est à la première personne. Elle dit « Un type qui ne veut pas mentir, marié à une fille qui ne peut pas dire la vérité. S'il existe un dieu, il a un sens de l'humour plutôt tordu. » Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez les romans dont je viens de vous parler, ce que vous en avez pensé si vous les avez lus, ou alors s'ils vous donnent envie. Si vous êtes trop timide, mettez un emoji étoile, je vous le rappelle. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous en remercie par avance. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!